à tous, bonjour la France, oui, bienvenue à vous, chers confinés, bienvenue sur la TV42. Vous regardez DOSGeek et vous êtes toujours les bienvenus sur la TV42. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020, oui, bonjour, comment allez-vous? Hello Flavie. Hello les autres, j'ai vu qu'il y avait Righteous Paul qui était là sur la TV42 également. Bienvenue aux tout premiers arrivants sur ce live. Normalement il doit y avoir un petit peu de musique, c'est bon, tout est ok, ça marche, c'est cool. Fatigué et toi? Je commence à en avoir un peu marre du confinement, hein. Vivement qu'on puisse reprendre un petit peu d'activité, voilà, faire des choses. Il faut besoin de faire du sport. Voilà, il faut faire du sport. Il va falloir que je m'y mette parce que là, on est en train de faire du lard, on est en train de faire du gras et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est bien de faire travailler la tête et l'esprit, mais il faut aussi faire travailler le corps. Donc il va falloir se mettre à faire du sport. Et là, ça fait quelques jours qu'il y a des orages qui pleut, donc j'ai pas pu aller faire de sport. Donc ça me manque. Voilà. Mais là n'est pas la question. La question est aujourd'hui, quel est le sujet d'OSGeek? Quel est le sujet de la vidéo du live d'aujourd'hui? Et bien comme vous pouvez ne pas le voir sur le titre de cette vidéo, le sujet du live d'aujourd'hui, et à la demande de certains d'entre vous la dernière fois, le sujet d'aujourd'hui tourne autour de Rome, la Rome antique, et notamment la naissance de la République romaine. Viens te lever pour bosser à 3 heures. Tu travailles de nuit, Flavie? Alors je prends mon café en même temps, hein. On va démarrer tranquillement. Bienvenue aussi à Tokonzimo aux portes de l'abri 42. Ah d'accord, oui encore, d'accord. J'espère que la musique n'est pas trop forte, sinon on va la baisser un peu, voilà. Et puis, tiens, Jean-Christian, la régie, tu peux nous passer en full cam, s'il te plaît, pour que les gens puissent me voir dans mon loft. Voilà, pour qu'ils puissent voir à quel point je suis bien installé pour ces sessions du mercredi de live éducatif. J'ai vu le live de ton frère dimanche. Ah, très bien. De Black Devil, le dimanche matin. Bien, bien, bien. Alors, comme je disais, le live d'aujourd'hui va tourner autour de Rome et la naissance de la République romaine. Donc voilà, on change pas vraiment de sujet puisqu'on reste sur la période de l'Antiquité. On commence à avoir fait le tour de la culture, de toute la civilisation grecque antique. Et maintenant, même si on n'a pas... ce serait très difficile d'arriver à tout couvrir, je ne m'interdis pas à un moment donné ou à un autre de revenir peut-être, de faire un petit aller-retour vers la civilisation grecque ou des mythes et légendes, je ne sais pas, on verra. Mais toujours est-il que on a déjà vu pas mal de choses, on a vu des choses assez complètes de la Grèce antique, et ce qui va nous amener aujourd'hui plus naturellement à commencer un nouveau cycle sur la Rome antique, qui n'en est pas moins intéressante et qui s'est développée exactement à la même période que la Grèce antique, la civilisation grecque. Et vous allez voir comme quoi les deux sont liés, comme quoi la civilisation grecque a eu des effets, des influences sur le développement de la civilisation romaine. Comment les deux cultures ont interagi, comment elles sont liées dans leur développement, dans leur propre développement. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Et du coup, je vais demander à mon cher ami Jean-Christian de nous passer dans la salle de classe de ce live éducatif, enfin, quand même. Alors, arrêtez. Alors, on va faire ça, voilà. On va faire ça, toc. Voilà. Et attention, Jean-Christian, je ne le dis pas une fois, je ne le dis pas deux fois.
je vais dire, je vais le dire pour la première et la dernière fois, s'il te plaît, passe-nous dans la salle de classe dès maintenant, mon cher Jean-Christian, dès maintenant. Ah, il est toujours aussi lent à la détente. En même temps, c'est mercredi, hein, c'est le début de la semaine. Allez, maintenant, là, Jean-Christian, s'il te plaît, avance. Ah, voilà, on y est. Bien. Maintenant débute ce nouveau cours sur la Rome antique. Bon, dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne m'entendez pas bien, s'il y a un problème de son, si jamais la musique est trop forte. On est là, on peut s'arranger, on peut toujours discuter. On est là pour faire des réglages, pour trouver des solutions techniques avec mon collègue Jean-Christian. Bien, en même temps, profitez-en pour vous faire un petit café. Vous allez voir, on va passer un bon moment, tout en culture, en détente et en caféine. Allez, c'est parti. Et puis si vous êtes plus jeune, un petit chocolat chaud, voilà, ça fait pas de mal. Allez, c'est parti. C'est vrai que le sujet de la Rome antique, c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant. Et au passage, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vous rappelle que en dernière partie de ce live, on fera un petit quiz. On posera des questions, un petit jeu pour vérifier si vous avez bien compris, intégré tout ce qu'on a dit pendant ce cours. Voilà. Qui va être très formel, hein, très traditionnel, très classique. Moi, je suis d'une éducation classique. Il n'y a pas plus classique, pas plus strict que moi. Hein. Donc, le moindre truc, le moindre élève dissipé, je vais vous le dire tout de suite. Et d'autre part, je vous rappelle aussi que chaque vidéo en live éducatif est ensuite disponible sur la chaîne YouTube de The Vault 42 en replay. Si jamais vous avez loupé des moments, problème de connexion, on ne sait pas, ou s'il fallait sortir pour faire des courses à la dernière minute, il n'y a pas de souci. DOSGeek et Jean-Christian, ils sont là pour vous proposer la solution la plus efficace. La vidéo est toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, voilà, on s'arrange. On trouve toujours une solution. Allez, c'est parti pour la Rome antique et bienvenue à Weya Buns au port de l'Abri 42. Allez, c'est parti. Bien, la Rome antique. Alors, comment est née Rome? Ah, voilà un nouveau sujet qui va être très intéressant. Alors, la tradition veut que la cité ait été fondée en 753 avant JC. C'est pas Jean-Christian, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Même si des fois il veut qu'on l'appelle Jean-Christ. Non, la tradition veut que la cité ait été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Et donc vous pouvez voir sur la carte juste au-dessus de moi, la carte d'Italie, la fameuse botte, que Rome se situe très exactement, presque quasiment au centre de la botte, donc au centre de l'Italie. Et donc sur la carte juste à côté là, ici, c'est une carte un peu plus zoomée sur la zone géographique de Rome qui va vous permettre de comprendre un peu plus. C'est une carte de l'époque où était vraiment située Rome. On voit qu'elle était située sur le fleuve, sur les rives du fleuve Tibre. Et donc dans cette fameuse zone géographique, cette région qu'on appelle le Latium, aujourd'hui qu'on appelle le Lazio, le Latium qui regroupait plusieurs peuples, dont les Étrusques au nord, les Sabins, les Èques, les Herniques et les Volsques, voilà. Et donc vous pouvez voir, avant d'aller un peu plus loin, on peut voir sur cette carte la limite, la frontière en violet un peu plus épaisse, c'est la zone d'extension de Rome jusqu'en 369 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que Rome c'est vraiment très développé. Et vous voyez la frontière en trait violet beaucoup plus fin. Ce sont les limites du territoire occupé par les peuples latins.
qui était parmi les premiers à œuvrer à la création de Rome. Donc, revenons à la création de la cité romaine. Deux grands mythes se rapportent à cette fondation. On a tout d'abord le mythe du poète Virgile, qu'on peut voir en photo. Il a bien voulu se laisser prendre en photo en haut à ma droite. Et on a aussi le mythe de Tite-Live, ou Titus Livius, en latin, qui est lui aussi en photo juste à côté. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le mythe développé par le poète Virgile, qui est né en 70 avant Jésus-Christ, et qui a décrit dans une œuvre qui s'appelle l'Énéide, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les aventures d'Énée, fils de Vénus, qui, après avoir fui sa ville de Troie, donc vous voyez qu'on est de près ou de loin, on est toujours dans l'histoire grecque, la civilisation grecque, tout ça. Donc il avait fui sa ville de Troie et aurait fondé un royaume sur les bords du Tibre, et ce royaume serait Rome. Ensuite, on a un deuxième mythe sur la création, sur les origines de Rome. Selon Tite-Live, ou Titus Livius, je préfère dire Titus Livius, ça fait plus romain, je trouve. Selon Titus Livius, qui était un historien né en 59 avant Jésus-Christ, donc né un peu plus tard après Virgile, il est né à Padoue, ou Patavium, c'est pour ça qu'on l'appelait le Padouan, Titus Livius. Il raconte, quant à lui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans une autre œuvre, Histoire romaine, parce qu'en fait, il a tenté d'écrire toute l'historique de Rome. Donc dans cette histoire, il raconte le mythe de Romulus et Rémus, qui étaient deux jumeaux, fils de Mars, le dieu Mars, je crois que c'était le dieu de la guerre, dieu romain de la guerre, et de la Vestale Rhea Silvia. Alors vous verrez, le prénom Silvia, c'est un prénom féminin qui revient souvent dans la civilisation, la culture romaine, la culture italienne même. Excusez-moi, je prends un petit peu de café au passage. Et donc, ces deux jumeaux ont été abandonnés dès le berceau et élevés par une louve. Enfin, ils auraient été élevés par une louve qui peut aussi être symbolisée par une prostituée qui s'appelait Larentia, mais qui était aussi surnommée Lupa, donc la louve, et qui était femme d'un berger qui s'appelait Faustulus. Donc souvent, les créateurs, les deux jumeaux Rémus et Romulus à l'origine de Rome sont souvent représentés en train d'être allaités sous le ventre de la louve. Et donc voilà un peu cette symbolique de la louve qui a été prise au premier degré, au premier abord, sous forme de sculpture, c'est-à-dire la louve qui protège les deux jumeaux, mais en fait il est possible aussi que ces deux jumeaux aient été recueillis et élevés par cette prostituée qui s'appelait Lupa la louve et qui est donnée suite à cette interprétation par la suite. Donc elle les aurait allaités et aurait décidé ainsi, les deux jumeaux devenus plus grands auraient décidé de créer une ville au pied du mont Palatin. Donc c'est Romulus. Alors je vous laisse regarder sur Google. Vous tapez Rémus, et à chaque fois je me trompe, Rémus et Romulus, et vous trouverez tout le récit de leur jeunesse, de leur enfance, et comment ils en sont arrivés à la création de Rome. Et donc, toujours est-il que dans ce mythe, les deux frères, à un moment donné, se sont opposés, et Romulus a dû tuer son frère Rémus, et ainsi Romulus est resté le seul et a fondé ainsi Rome en 753 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la version du mythe, de la légende autour
de Rémus et Romulus, écrite par Titus Livius. La construction de Rome. Toujours selon le mythe de Rémus et Romulus, Romulus va ainsi entreprendre la construction de sa ville qu'il nomme Roma, ou Rome, en notre langue, d'après son propre nom, Romulus. Selon d'autres hypothèses, le nom de la cité nouvelle viendrait de l'étrusque Rumon, qui voulait dire fleuve, en référence au fleuve Tibre, ou aussi de l'Osque, une autre civilisation, un autre peuple, qui en Osque disait Rouma, qui voulait dire colline, en référence aux 7 collines sur lesquelles, qui entourent la ville de Rome, la cité de Rome. Donc très vite, la nouvelle cité de Rome va attirer vagabonds et esclaves qui y trouvent refuge. Mais comme la nouvelle cité vient vite à manquer de femmes, et oui, il faut développer la population, il faut que les gens aient envie d'y rester, et il faut qu'ils s'y installent, et il faut qu'ils créent des familles pour pouvoir continuer à y vivre et contribuer au développement de la cité. Et c'est très difficile s'il n'y a pas de femmes, ou en tout cas s'il n'y en a pas beaucoup. Donc Romulus décide de voler, entre guillemets, de kidnapper, d'enlever, des femmes pour accroître plus vite la population. Et donc, prétextant la découverte soudaine d'un autel consacré au dieu Neptune à Rome, il va instaurer la fête de Consualia en l'honneur du dieu, le 18 août. Et il y invite les Sabins. Vous savez, cet autre peuple qu'on a vu sur la carte, un peuple italique, parce qu'on les appelait les Italiques, les gens qui habitaient sur cette péninsule d'Italie. Et donc les Sabins étaient un peuple italique établi en Italie centrale. Et il invite aussi les peuples de plusieurs autres villes alentours. Alors tandis que l'attention des hommes était détournée par la cérémonie, eh bien les femmes de ces invités vont être enlevées par surprise. Et c'est ça en fait qui va donner lieu à cette scène mythique qui va être peinte par plusieurs artistes, qui va être reprise plusieurs fois par des artistes, par des peintres de la Renaissance et d'autres époques, comme on voit le tableau qui est juste là, qui s'appelle l'enlèvement des Sabines, dont on ne sait pas vraiment exactement le nombre de femmes qui ont été enlevées. On dit entre 30 ou ça peut être jusqu'à 800 femmes qui auraient été enlevées pour peupler la cité de Rome. Toujours est-il que voilà, cet épisode a marqué l'histoire de Rome, puisque voilà, ça s'est appelé, on lui a donné le nom de l'enlèvement des Sabines, ces femmes justement du peuple sabin. Et donc on peut voir dans le tableau, donc ici avec le bouclier, on a, attends, je fais attention où je mets mon doigt. On a ici Romulus qui est représenté avec le bouclier, qui est en train de combattre le peuple sabin, et donc le roi sabin qui est en face. Et entre les deux, on a une Sabine, et notamment une autre qui est à terre, qui essaye de s'interposer pour essayer de calmer les esprits et de faire un peu de diplomatie. Et on va le voir cet aspect tout à l'heure, c'est-à-dire que les Sabines vont jouer un rôle important dans le processus de paix ou d'apaisement du climat dans la cité de Rome pour l'aider à s'agrandir et à se développer. Donc le hasard des enlèvements va induire un mélange entre classes sociales, puisque certaines des victimes de haut rang vont souvent épouser des Romains de basse condition, tandis que d'autres femmes, souvent les plus belles filles, allaient être réservées plutôt aux notables de Rome. Et ces enlèvements vont donc déclencher la colère des cités voisines qui entreront en guerre contre Rome, guerre dont Romulus sortira vainqueur avec l'aide et la diplomatie, on en parlait, des épouses Sabines
qui inciteront les hommes à vivre en paix à Rome. Les Sabines vont essayer de calmer un peu tout le monde et de faire en sorte que les différents peuples arrivent à vivre ensemble et à trouver une solution de paix, une solution d'équilibre. Un équilibre sera trouvé permettant à deux rois, Romulus le Romain et Titus Tacius le Sabin, de régner ensemble en parfait accord pendant plusieurs années. À savoir que donc Romulus le Romain était le premier roi de Rome. On est d'accord. Donc ça, à bien garder dans vos esprits. Donc on peut voir en haut la fameuse louve, symbolisée sous forme de statue, un statue très célèbre. On la voit qui est en train d'allaiter Romulus et Rémus. Et puis évidemment, on a un exemple d'affiche de Péplum, ces fameux films italiens, souvent des productions italo-américaines, qui étaient souvent d'ailleurs filmés en Italie. D'ailleurs, ce péplum là qui a repris l'histoire de Romulus et Rémus, avec des acteurs comme Steve Reeves, comme d'après ce que je peux voir, et un autre qui s'appelait, je ne vois pas bien, Monsieur Scott, je crois. C'est un peu petit. Et bienvenue aux nouveaux arrivants sur le live. Allez, on continue. Très joli tableau, hein, ce tableau, cette œuvre-là de l'enlèvement des Sabines. Et alors on voit, on dit que chaque tableau, chaque œuvre est aussi le témoin de l'interprétation qu'a un artiste avec ses influences de l'époque, d'une époque antérieure. Donc on peut voir avec ce tableau d'un peintre de la Renaissance l'image, l'iconographie qu'avaient les gens de la Renaissance, c'est-à-dire autour du 15e, 16e siècle. On peut voir la représentation qu'ils avaient des guerriers romains et de la civilisation antique de l'époque. C'était donc des guerriers souvent représentés nus, seulement vêtus de casques, d'un bouclier et d'un harnais avec un étui pour l'épée. Et parfois une cape. Cette apparence a souvent été confirmée par les recherches historiques, puisqu'on a retrouvé des sculptures, des statuettes de soldats grecs ou autres, même étrusques, qui étaient représentés de cette manière, dans le plus simple appareil. On le voyait aussi également dans une vidéo sur la Grèce antique précédemment, où on avait une reconstitution des Jeux Olympiques grecs. Enfin, les Jeux Olympiques par définition sont grecs, et où on voyait les participants, les différents soldats qui participaient, qui étaient souvent nus et qui étaient juste munis d'une épée, d'un glaive ou d'un casque et d'un bouclier pour effectuer les épreuves. Voilà. Allez, page suivante. Les habitants de Rome. Alors, les premiers habitants de Rome, occupés dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, on a dit que Rome a été créée en 753 avant Jésus-Christ, d'après le mythe de Romulus et Rémus. Elle a été occupée par des tribus latines et sabines, donc. Et donc, ces populations habitaient dans des huttes de torchis, que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, qui étaient représentées par des urnes funéraires en forme de cabanes rondes trouvées dans le forum. Alors les tout premiers habitants étaient essentiellement des paysans bergers. Et évidemment, au-dessus de ces habitants, forcément quelques notables qui étaient là pour administrer la ville, la cité, et pour prendre des décisions pour tout le monde, et pour une sorte de petite cour autour du premier roi de Rome. Alors, en dehors des mythes et des légendes qu'on vient de voir, il faut quand même savoir que ce sont les Étrusques,
cette fameuse peuplade du nord de l'Italie et un peu du centre de l'Italie, qui existait déjà à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, et qui était un peuple connu des Grecs sous le nom de Tyrrhéniens, notamment à cause de la mer Tyrrhénienne qui était juste à côté, comme vous pouvez voir sur la carte. Et donc ce sont les Étrusques qui auraient majoritairement contribué à fonder Rome au tout début. Donc on peut voir à quoi ressemblaient les Étrusques sur l'image tout en haut, avec les différentes tenues vestimentaires. C'était souvent ceux qui sont représentés là sont les femmes, les notables et des guerriers. Donc des tenues assez raffinées qui déjà laissaient présager de la future civilisation romaine. Et salut Tchaki, comment vas-tu? Alors tu vois Tchaki, on parle un peu de tes origines aujourd'hui. Alors la société étrusque, déjà au 9e siècle avant Jésus-Christ, était déjà un peuple, une civilisation assez complexe, et on peut voir qu'elle comprenait déjà un système très organisé avec des hommes libres et des esclaves. Et donc ils ont donc participé majoritairement à la fondation de la ville de Rome, comme on l'a déjà dit, et à l'établissement de son royaume. C'est sous cette domination que Rome va devenir petit à petit une ville majeure, une ville importante au cœur de l'Italie. Et c'est magnifique, je suis raccord avec la musique. Ce live est absolument épique. Allez, page suivante. Alors, on est toujours sur les habitants de Rome. Donc, on a dit que le premier roi de Rome, c'était Romulus. Ensuite, on a eu le roi étrusque Tarquin l'Ancien, qui fit construire au 6e siècle avant Jésus-Christ à Rome le Cloaca Maxima. Alors, Tarquin l'Ancien, vous le voyez au-dessus de moi, c'est la photo au milieu, sur fond rouge. Il ressemblait à ça, Tarquin l'Ancien. Et donc, juste à côté, à sa droite, ou plutôt au milieu de l'écran pour vous, vous avez un exemple de guerrier, de soldat étrusque. Donc vous voyez, ça se rapproche des guerriers grecs, hein, des hoplites grecs. Enfin, les hoplites. Les hoplites, par définition, étaient grecs aussi. Et donc Tarquin l'Ancien avait fait construire ce fameux Cloaca Maxima, qui était une sorte de grand égout pour assécher les marais autour de Rome, et en conduisant les eaux vers le Tibre. Donc vous pouvez voir par exemple cette image au-dessus de moi, là tout en haut, la photo de ce grand égout, cette arche là, cette galerie de pierre. Eh bien ce sont les égouts qui circulent sous Rome. Et donc on peut voir sur la carte juste derrière moi, on peut voir le tracé du Cloaca Maxima, de ce grand égout qui traversait Rome depuis le mont Esquilin. Vous voyez, c'est le trait bleu qui part du mont Esquilin tout en haut et qui descend, qui traverse Rome, qui traverse le mont Palatin, le Forum, et qui va se plonger dans le fleuve Tibre pour évacuer toutes les eaux usées et tenter d'assécher toute la zone qui était un peu marécageuse. Voilà. Puisqu'on peut voir sur cette carte, qui est très intéressante d'ailleurs, on a dit que Rome avait été construite sur cette colline, et donc on peut les voir sur cette carte. Elle est essentiellement construite sur le mont Palatin, qui est en plein milieu de la carte. Le mont Palatin, vous pouvez le voir, mais les 6 autres, donc en fait Rome est entourée par 6 autres collines. On a l'Aventin au sud, on a le mont Caelius juste à côté, ensuite on remonte, on a le mont Esquilin, ensuite on a le mont Viminal, ensuite on a le mont Quirinal tout en haut, et ensuite on redescend vers le temple de Jupiter qui est sur le mont Capitole. Ok ? Et donc voilà, on peut voir sur la carte, le Cloaca Maxima était un canal d'assèchement du Forum, une sorte d'égout
pour essayer de garder la zone saine et la plus sèche possible. Et on peut voir aussi également sur la carte que les Romains avaient déjà commencé des travaux d'aqueduc, puisqu'on peut voir un aqueduc qui part vers le côté est de la carte. Donc en rouge, le petit carré rouge était là, c'était la Rome de Romulus, premier roi romain au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite la limite, la frontière rose fuchsia, il s'agit de l'extension de la ville étrusque, avec notamment Tarquin l'Ancien, à partir de fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite est venu succéder à Tarquin l'Ancien Servius Tullius, qui a encore contribué à développer la cité, puisqu'on voit, ça correspond à la limite orange, qui correspond à une muraille qu'avait fait établir Servius Tullius pendant son règne au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Donc revenons à notre texte. La puissance militaire des Étrusques se manifestait notamment par d'importantes forces navales, et oui, puisqu'ils étaient à côté de la mer Tyrrhénienne, et une infanterie composée de guerriers avec un armement d'hoplites, comme on peut voir sur la photo, et en formation d'unités en phalange grecque. Vous voyez que c'était très inspiré, très lié à la civilisation grecque également, hein. C'est un peu normal, puisque les civilisations, les Grecs, développaient leur commerce à travers toute la Méditerranée. Donc toutes ces civilisations, tous ces peuples étaient forcément régulièrement en train d'échanger, de commercer. Et donc automatiquement, les cultures s'influençaient les unes les autres en matière de tenue vestimentaire, en matière de mode, en matière d'artisanat, en matière de matériel militaire, en matière de technique militaire, de stratégie. Donc voilà, plus il y a d'échanges et plus tout le monde évolue, tout le monde se développe en essayant de s'inspirer des cultures avoisinantes. Les cités avaient une architecture avancée avec de solides enceintes et des positions stratégiques fortes, un peu à la manière des cités grecques. Voilà. Servius Tullius est le 6e roi légendaire de la Rome antique, après Tarquin l'Ancien. Il aurait donc régné de -575 à -535 avant Jésus-Christ et fait construire un rempart, donc la fameuse muraille dont on a parlé, pour protéger la ville de Rome. C'était lié à la Grèce, ils étaient des gros producteurs de pierres aussi et vendeurs. Et oui, tout à fait. Après, l'Italie, un peuple très important aussi des mers, hein, c'est-à-dire de pêcheurs, un gros commerce de pêche qui rayonnait un peu partout sur la Méditerranée. Ensuite est venue la naissance de la République romaine. Enfin, nous y arrivons. Vers -600 avant Jésus-Christ, les Étrusques finissent donc par s'emparer du Latium, c'est-à-dire la totalité de cette région centrale de l'Italie, comme vous pouvez voir sur la carte, qu'on appelle aussi Lazio, qui comprenait Rome et d'autres villes voisines, comme Cité du Vatican, Tivoli, Viterbio, je crois, le lac de Bolsena. Enfin voilà, je lis en même temps que vous sur la carte. Mais en -509 avant Jésus-Christ, les Romains chassent le 7e et dernier roi étrusque, qui s'appelait Tarquin le Superbe, dont on peut voir l'image en haut, la représentation sur une pièce, oui c'est ça, une pièce, un écu. Son autre nom c'était Illucius Tarquinus Superbus. C'était le descendant de Tarquin l'Ancien, et donc il est chassé par les Romains, qui après ça proclament la République. Alors pourquoi ils l'ont chassé, ce Tarquin le Superbe?
Eh bien en fait, Tarquin le Superbe, c'était aussi le gendre du 6e roi de Rome, Servius Tullius, fameux roi étrusque dont on a parlé juste avant. Et Tarquin le Superbe, il aurait donc assassiné son beau-père, Servius Tullius, et établi juste après un despotisme absolu. C'était devenu un tyran, dont lui viendrait le surnom de Superbe, parce qu'il était très orgueilleux et très vil. Et durant son règne de terreur qu'il imposa, de nombreux sénateurs furent mis à mort. Plusieurs d'entre eux, menés par un certain Lucius Junius Brutus, finirent cependant par se révolter lorsque le fils même de Tarquin le Superbe, qui s'appelait Sextus, ça ne s'invente pas, à son tour violenta une noble romaine du nom de Lucrèce ou Lucretia. Comme on peut voir sur cette illustration, c'est un peintre qui a immortalisé la scène, c'est-à-dire, ben voilà, on voit Sextus qui est en train de violenter la noble romaine. Alors, violenter, c'est un mot assez chaste pour dire qu'en fait, il lui a fait des avances et il l'a carrément violée alors qu'elle refusait. Et ensuite, il l'a laissé, il l'a abandonné comme ça sur place. Donc, suite à cet événement fâcheux, la femme romaine Lucretia en a parlé à son mari, qui en a parlé au sénateur et à Lucius Junius Brutus pour leur dire ce qui s'était passé. Et c'est cet incident qui a quasiment provoqué la révolte des Romains, qui en avaient par-dessus la tête de tous ces excès. Après en avoir parlé évidemment à son mari et au sénateur, évidemment Lucretia s'est donné la mort puisqu'elle avait été déshonorée par ce viol. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc suite à cet incident et à cette révolte, les Tarquins, c'est-à-dire toute la famille, toute la dynastie des Tarquins, à la fois le Superbe et son fils Sextus, furent alors chassés de Rome, et la République put enfin être proclamée en moins 509 avant Jésus-Christ. Et dans son exil, Tarquin le Superbe tenta quand même à de nombreuses reprises de lever d'autres cités étrusques contre Rome pour reprendre le pouvoir, mais malheureusement il va rencontrer plus souvent la défaite que la victoire. Enfin, malheureusement pour lui, mais heureusement pour les citoyens de Rome, parce que ça va l'empêcher d'y rétablir la monarchie et quelque part la dictature qu'il avait déjà mis en place auparavant. Ah ben oui, on se refait pas, hein. Donc, suite à tout ça, suite à cette révolte, suite à cette naissance de la République romaine, on arrive à un système qui commence à s'installer, qui commence à s'établir, une organisation et une répartition de toute la population. Chacun a un rôle, il y a une sorte de hiérarchie dans les classes sociales qui s'installe. C'est plus clair pour tout le monde et vous allez voir, pas forcément toujours égalitaire. Et effectivement, Rome, ça reste quand même une république oligarchique. C'est-à-dire que c'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit groupe de personnes. C'est souvent une république autoritaire et inégalitaire qu'elle restreint les libertés d'expression. Les citoyens, c'est pas parce qu'il y a un tyran ou un nouveau dictateur, non, c'est parce que les règles sont faites comme ça. Et elles sont faites de manière à ce que il y a une certaine élite qui ait plus de pouvoir, qui ait plus de facilité pour s'exprimer, qui soit plus prise en compte par rapport à des citoyens ou des personnes qui sont de classe sociale plus basse. Donc les citoyens n'ont pas tous les mêmes droits. Et on va voir qu'il y a différentes catégories, il y a différentes classes sociales dans cette fameuse République romaine. Tout d'abord, on a les patriciens.
qui ont le pouvoir. Donc un patricien, c'est un descendant des plus riches familles de Rome. Par sa naissance, un patricien appartient à la classe supérieure. Au début de la République, seuls les patriciens dirigent la cité. Ok ? Donc au fur et à mesure que je vais vous énoncer les différentes classes sociales, vous pouvez aussi suivre sur le schéma juste derrière moi un peu comment tout ça a été organisé. Ensuite, on a les citoyens romains. Alors pour être citoyen romain, il faut être un homme libre habitant Rome ou le Latium, c'est-à-dire cette fameuse zone géographique de Rome. Ensuite, on a les plébéiens. Alors un plébéien est un paysan ou un artisan, qui sont là derrière moi, vivant durant la période romaine. Au début, les plébéiens n'avaient aucun droit politique. Ils ne votaient pas, mais ils se révoltaient souvent parce que, voilà, pour se manifester leur mécontentement par rapport à cette injustice. Donc finalement, après 2 siècles de lutte, de révoltes récurrentes, ils vont obtenir enfin l'égalité politique avec les patriciens et ils vont pouvoir voter eux aussi. Ensuite, on a les magistrats, qu'on voit ici en haut, en rose. Alors les magistrats, ils administrent et ils dirigent la cité. Ils sont contrôlés et conseillés par le Sénat tout en haut en vert, qui est une assemblée d'anciens magistrats. Et les consuls sont les magistrats les plus importants. Alors vous voyez, dans les magistrats, il y avait différents niveaux, encore une fois, différents postes, différentes responsabilités. Et ensuite, on a les sénateurs. Donc les sénateurs qui composent le Sénat, ce sont d'anciens magistrats issus, encore une fois, des familles les plus riches, nommés à vie les petits gars, et qui forment une assemblée permanente, le Sénat. Au nom du peuple romain, ils prennent toutes les décisions importantes, en ce qui concerne guerre, paix, finances, la création des lois, des nouvelles lois, etc. Et enfin, dernière classe, pas des moindres parce qu'elle était assez importante, mais qu'on ne prenait pas en compte. C'était la majorité des habitants, certes, c'était les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves, qui sont, quant à eux, totalement exclus de la vie politique. Alors c'est vrai que moins il y a de monde qui vote, moins c'est problématique pour organiser les élections. C'est sûr qu'il y a moins de discussions. Alors dans les magistrats, on peut voir qu'il y avait 2 consuls qui dirigent l'État et l'armée. On avait 2 préteurs qui rendent la justice. On avait 4 édiles. Les édiles qui ravitaillent et administrent Rome. Ensuite, c'est-à-dire la voirie, la police. Ensuite, on avait 20 questeurs dans les magistrats. Les 20 questeurs s'occupaient des finances. Ensuite, on avait 10 tribuns de la plèbe qui avaient le droit de s'opposer aux décisions des magistrats. Bon, c'était pour donner un semblant de démocratie. Ensuite, le Sénat surveille les finances et la religion, dirige la politique étrangère, donne des avis aux magistrats. 300 anciens magistrats nommés à vie exerçant une grande autorité. Et les 2 censeurs, qui étaient des anciens consuls, qui recrutent les sénateurs. Ils dénombrent les citoyens. Et donc les citoyens, c'était eux qui votaient lors des comices, les assemblées de citoyens. Ils votaient pour élire les magistrats. Et pour élire tous les 5 ans, ces 2 censeurs qui nommaient les sénateurs. Alors, on dit que les citoyens votaient dans les comices, votaient quand même pour les lois et élisaient les magistrats de Rome, mais c'était quand même les magistrats et les sénateurs qui, à la fin, avaient le dernier mot. Et donc on peut voir que dans les citoyens, on avait les patriciens et les plébéiens, finalement, qui les ont rejoints pour former les citoyens. Citoyens qui voulait dire hommes libres de Rome et du Latium. Et les non-citoyens, c'était tout ce qui était femmes, enfants, étrangers, esclaves.
Alors, comment ça se passe, la citoyenneté à Rome? N'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez voir sur cette photo, cette magnifique vue de drone, les Romains étaient déjà surveillés par Big Brother. Non, je rigole, bien sûr. C'est juste une illustration. Alors, la citoyenneté à Rome. Les citoyens romains sont réunis en assemblée, on l'a vu, les comices, dans le forum. Donc, ce système est organisé de -509 à -27 avant Jésus-Christ. Ok ? Le forum, c'est le centre de la vie politique. Donc le forum, vous pouvez le voir sur l'illustration en haut, comment tout ça s'est organisé avec la place du forum. Le forum, c'est tout ça, hein. Voilà, c'est tous ces bâtiments, et avec au centre la place du forum. Donc on avait le temple de la Concorde, l'escalier d'hégémonie, la prison, la basilique j'ai du mal à lire, Portia, curie, la place des comices, les rustres, la basilique Emilia, la voie sacrée, la basilique Julia, le temple de Castor et Pollux, le temple de Vesta. Donc le Sénat, donc on était au forum, qui était le centre de la vie politique. Donc dans ce forum, les citoyens y votent les lois et élisent les magistrats qui représentent le pouvoir exécutif. Le Sénat, dont le nom est dérivé de seniores, c'est-à-dire les anciens, est une assemblée aristocratique qui contrôle le travail des magistrats. Aristocratique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'était que ça confirme ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que c'était les citoyens romains les plus prestigieux, tous issus des familles les plus riches. La citoyenneté romaine pouvait être acquise à la naissance, si le père était un citoyen romain et si le garçon était légitime et reconnu, alors il obtenait automatiquement sa citoyenneté. Les enfants d'esclaves affranchis devenaient aussi des citoyens romains à condition d'être nés après l'affranchissement de leur père. Et oui, très important. Il y avait des règles. Et donc, vous pouvez voir sur l'illustration là, à ma droite, à votre gauche, sur vos écrans, eh bien, comment était un peu organisé ce vote dans les comices. Les citoyens qui étaient organisés en sorte de centuries, des sortes de groupes. Donc notamment, on avait le centurie des citoyens riches qui venaient voter en premier, et ensuite on avait les centuries des citoyens pauvres qui votaient juste après. Donc, et encore une fois, il y avait une hiérarchie, hein, il y avait des classes sociales, donc c'était souvent les notables, les plus riches qui passaient en premier, et les plus pauvres, les moins aisés qui passaient après. Ah oui, alors, chose importante, le vote sur le champ de Mars. Donc ça, c'est une reconstitution. Les centuries qui regroupent les citoyens les plus riches votent en premier. Les moins riches ensuite. Comme on arrête le vote dès qu'une majorité absolue est atteinte, eh bien les centuries des citoyens pauvres ne votent quasiment jamais. Donc voilà, ça montre que ce genre de démocratie, ce genre de système électoral avait aussi quelque part ses limites, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la théorie du système oligarchique, c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes qui dirigent le système, c'est-à-dire c'est souvent ceux qui sont les plus aisés ou qui sont issus des familles les plus riches. Donc, pour valider tout ça, on va essayer de faire un petit point sur les 3 grandes phases de la civilisation romaine, histoire que tout ça soit bien clair pour vous. Donc vous avez une frise juste au-dessus qui montre un peu la chronologie de la création de Rome. Donc depuis la monarchie, en bleu,
jusqu'à la phase d'évolution en République, puis en Empire romain. Donc vous voyez qu'on a démarré à partir de moins 753 avant Jésus-Christ, la fondation de Rome. Et petit à petit, on avance. Moins 509, début de la République. Ensuite, on continue. Moins 27 avant Jésus-Christ, fondation de l'Empire romain. Et voilà, jusqu'à 476 après Jésus-Christ, fin de l'Empire romain d'Occident. Alors, les trois grandes phases de la civilisation romaine, la première grande phase, c'est la période royale. De moins 753 à moins 509 avant Jésus-Christ, où Rome est gouvernée par 7 rois. De Romulus, le tout premier dont on a parlé, à Tarquin le Superbe, vous vous souvenez, le dernier, qui a été éjecté par les citoyens romains. Donc l'image là-haut, je crois que le barbu là, je crois que c'est Tarquin le Superbe. Oui, c'est ça. Ensuite, la deuxième grande phase, c'est la République romaine. De moins 509 à moins 23 avant Jésus-Christ. Donc c'est la phase qu'on a vue juste avant, avec les citoyens qui votent pour élire des magistrats, pour voter certaines lois, tenter d'avoir un début de démocratie. Ensuite, la troisième grande phase, qu'on étudiera certainement durant les prochaines vidéos, c'est l'Empire romain qui commence à naître en moins 23 avant Jésus-Christ et qui va durer jusqu'à 395 après Jésus-Christ, où Auguste fut le premier empereur romain. Auguste, que vous pouvez voir, la fameuse statue qui est là, juste à côté de moi. On le voit en train de faire le geste du techno-viking. Oui, le mème du techno-viking existait déjà en moins 23 avant Jésus-Christ. Vous pouvez le clipper. Bien. Voilà. Ainsi s'achève ce premier cours sur la Rome antique. Romantique, ça fait romantique, c'est joli. Je vous propose qu'on se regarde quelques petites vidéos que je vous ai préparées pour rappeler certaines choses sur toute cette Rome de manière ludique. Et puis après, on va passer aux questions. Allez, c'est parti. On va couper la musique. Toc, on va faire ça. Ça dégage. Hop. Voilà. Vous allez voir, ça va bien. J'espère que ça va contribuer à bien éclaircir tout ce qu'on a dit, pour bien mémoriser, bien imprimer tout ce qu'on a vu. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la naissance de la République romaine. L'histoire de la République romaine débute selon la légende en 509 avant notre ère, avec l'éviction du dernier roi de Rome et l'abolition de la monarchie. Mais cette date, tout comme les événements qui seront narrés dans cette vidéo, sont sujets à caution. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une période floue. Les rares écrits qui nous en sont parvenus sont majoritairement issus d'auteurs romains. Qui plus est, ces récits ont été écrits plusieurs siècles après les faits. Le peu de sources et la qualité de leur objectivité, ainsi que leurs contradictions, rendent donc difficile la dissociation entre mythe et réalité. Commençons par un bref historique de Rome avant la République. Selon la légende, Rome aurait été fondée en 753 avant notre ère, par Romulus et Rémus. En bref, les deux frères décident de fonder une cité, ils se disputent, Romulus tue Rémus, et Romulus devient de fait le premier roi de Rome. En tout, il y eut 7 rois qui se succédèrent pendant la période monarchique. Les 3 derniers ont la particularité d'être d'origine étrusque. Le premier de ces rois étrusques fut Tarquin l'Ancien. Alors le premier c'est Romulus, qu'on ne voit pas bien. À sa mort, son beau-fils, Servius Tullius, hérite du trône. Et finalement, Tarquin le Superbe, fils ou petit-fils de Tarquin l'Ancien, récupérera le pouvoir.
Tarquin le Superbe fut ainsi le dernier roi de Rome, et selon la légende, ce fut un roi tyrannique. Rien que la façon par laquelle il est devenu roi en dit beaucoup sur le personnage. Lorsque Servius Tullius accéda au pouvoir et devint roi, il maria ses filles aux descendants de son prédécesseur, Tarquin l'Ancien. Le but de ces unions était de se prémunir d'un éventuel complot. En effet, en mariant ses filles aux fils de son prédécesseur, il les désignait également comme ses successeurs, et pensait leur enlever tout désir de s'en prendre à lui, puisque de toute façon, l'un d'entre eux deviendrait un jour roi. Mais c'était sans compter sur l'impatience et l'ambition de Tarquin et de sa belle-sœur Tullia la Jeune. Rapidement, ils deviennent amants et décident de se débarrasser de leurs conjoints respectifs. Après quoi, ils se marièrent, et il ne leur restait alors plus qu'à se débarrasser de Servius, pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire devenir roi et reine de Rome. C'est donc par le crime que Tarquin le Superbe se fit roi, et c'est par la tyrannie qu'il s'est maintenu au pouvoir. Ses premiers actes de roi furent de se débarrasser de ses opposants, en les exécutant ou les bannissant, pour les plus chanceux. Mais ce ne sont cependant pas ces actions qui précipitèrent directement sa chute. C'est davantage le comportement de l'un de ses fils. Le fils en question, Sextus, convoitait les charmes de la belle Lucrèce, l'épouse de son cousin Collatin. Lucrèce refusant obstinément les avances de Sextus, il finit tout de même par la violer. Une fois son forfait commis, Sextus quitta les lieux du crime, et Lucrèce fit convoquer son père et son mari, en leur demandant de venir accompagner d'hommes de confiance. Et elle leur raconta le crime dont elle venait d'être la victime, avant de mettre fin à ses jours. Les membres de la petite assemblée firent alors le vœu de venger l'honneur de Lucrèce, et par la même occasion de chasser les Tarquins du pouvoir et d'abolir la monarchie. Ensemble, ils encouragèrent Rome à se soulever contre le tyran, et leur appel fut entendu. Lorsqu'il apprit la nouvelle d'une révolte à Rome, Tarquin le Superbe était occupé à Ardée qu'il assiégeait. Il rentra au plus vite, mais se fit refuser l'entrée de la ville. Le roi déchu et sa famille furent ainsi contraints à l'exil. La monarchie venait d'être abolie, et la République venait de naître. Les pouvoirs royaux sont remis entre les mains de 2 consuls, qui sont élus pour une période d'1 an et ont un droit de veto mutuel, ce qui limite leur pouvoir de façon à éviter l'émergence d'un nouveau tyran. Assez logiquement, les 2 premiers consuls sont choisis parmi les principaux acteurs de l'éviction des derniers monarques. C'est donc Lucius Junius Brutus et Tarquin Collatin qui sont élus, mais Collatin ne resta pas longtemps en fonction, du fait qu'il soit un proche parent du roi déchu. On l'encouragea en effet à démissionner et à s'exiler. Suite à son départ, Publius Valerius Publicola le remplaça aux côtés de Brutus. Enfin bref, Rome effectue une rapide transition d'un système monarchique à celui d'une république. Pendant ce temps, Tarquin le Superbe profite de son exil pour renouer avec d'anciens amis, et s'en faire de nouveau. Il obtient l'aide des cités étrusques de Tarquinia et Véies, ce qui lui permet de marcher sur Rome. Mais cette première tentative de Tarquin pour reprendre sa ville est un échec. Il n'a cependant pas dit son dernier mot. Après ce premier échec, il s'allie au roi étrusque de Clusium, Lars Porsena. Cette fois, les Romains sont en mauvaise posture, Rome est assiégée. Mais Porsena, impressionné par la détermination et le courage des Romains, il finit par retirer ses troupes et abandonne la cause de Tarquin le Superbe. Quelques années plus tard, l'ex-roi revient à la charge pour une ultime tentative. Cette fois, c'est aux côtés d'une coalition de cités du latin. Mais malgré de lourdes pertes, les Romains sont une nouvelle fois victorieux. Ah, il a la rancune tenace. Pour le roi déchu, cette ultime tentative était le dernier espoir de récupérer le pouvoir sur ce qui fut sa cité. Il finira sa vie en exil, plus jamais il ne reverra Rome. La République, quant à elle, s'était affirmée par ses exploits, ce qui lui permettra de croître. Au cours des siècles suivants, elle prendra progressivement le contrôle du Latium, de l'ensemble de la péninsule italienne, et bien plus encore. Voilà comment la légende de la naissance de la République romaine nous est parvenue. Enfin, ce récit est basé en grande partie sur les écrits de 2 historiens romains, Tite Live
et Denis d'Halicarnasse. Leur narration des faits pose plusieurs problèmes. Premièrement, ils ont vécu plusieurs siècles après l'émergence de la République. Ils ont tous deux vécu à Rome, qu'ils tenaient en très haute estime. Raison pour laquelle il ne faut pas exclure la possibilité qu'ils aient arrangé l'histoire, pour qu'elle soit plus glorieuse envers la grande et prestigieuse Rome. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter une version alternative, plus moderne. Tarquin le Superbe n'aurait pas été chassé par ses sujets, mais par le roi de Clusium, Porsenna, qui se serait emparé de la cité, devenant peut-être par la même occasion, pour une courte période, le 8e roi de Rome. Mais quoi qu'il en soit, il en aurait été lui-même chassé à son tour, par une coalition de cités latines. Après la défaite de cet envahisseur, Rome se serait retrouvée sans roi. Plusieurs possibilités se présentaient alors à elle. Reprendre Tarquin le Superbe, élire un nouveau roi, ou se passer de roi, et opter pour un nouveau système politique. Oh, et la transition entre monarchie et république aurait également été beaucoup moins rapide. Quoi qu'il en soit, la République serait apparue fin du 6e siècle avant notre ère, pour s'éteindre au 1er siècle, toujours avant notre ère, et céder sa place à un empire. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si ça vous a plu, laissez un pouce vert. Voilà, on va regarder une deuxième vidéo un peu plus courte sur le fonctionnement de la République romaine. Pour rappeler un peu comment ça fonctionne avec les citoyens. Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Comment la République romaine fonctionne-t-elle? En 509 avant Jésus-Christ, d'après la légende, les Romains chassent le dernier roi étrusque nommé Tarquin le Superbe et fondent une république. Désormais, à Rome, il n'y a donc plus de roi et ce sont les citoyens qui détiennent le pouvoir. La République romaine est organisée autour de 3 grandes institutions. Tout d'abord, les comices. Ce sont les assemblées des citoyens de Rome qui élisent les magistrats et votent les lois, la guerre et la paix. Ensuite, les magistrats. Ils sont élus généralement pour 1 an. Ils administrent la République et proposent les lois aux comices. Les principaux magistrats sont les consuls qui dirigent le gouvernement et l'armée. Attention, les magistrats doivent suivre ce que l'on appelle la carrière des honneurs, le cursus honorum. Exemple, on ne peut pas devenir préteur, c'est-à-dire celui qui rend la justice, sans avoir été auparavant tribun de la plèbe, puis questeur, puis édile. Il est donc impossible d'accéder à une fonction si l'on n'a pas exercé la fonction précédente. Enfin, le Sénat, c'est une assemblée composée d'anciens magistrats. Les sénateurs dirigent la politique extérieure, contrôlent les dépenses de l'État et donnent des avis aux magistrats. Je fais le sénateur là aussi. Le lieu de rassemblement du pouvoir politique, économique et religieux de la République romaine se nomme le Forum. C'est là que se réunit le Sénat et que les citoyens élisent les magistrats et votent les lois. Sur le Forum, on trouve par exemple la Curie, qui est le lieu de rassemblement du Sénat, ou bien les rostres, c'est-à-dire la tribune à partir de laquelle les magistrats s'adressaient aux citoyens assemblés sur la place des comices. Du 5e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ, grâce à ses légions, c'est-à-dire ses soldats, Rome affronte les peuples voisins et fait la conquête militaire de toute l'Italie. Aussi, elle affronte Carthage, une riche cité d'Afrique du Nord, et s'empare de ses territoires lors de guerres que l'on nomme les guerres puniques. Après la chute de Carthage, Rome conquiert une grande partie du bassin méditerranéen, comme la Grèce, l'Asie mineure ou l'Égypte. Voilà. Merci pour l'info. C'était cool. Bien, j'espère que ça vous a permis de réviser un peu tout ce qu'on a dit. On va remettre un petit peu de musique. Voilà. Et on va entamer le petit marathon des questions pour voir si vous avez bien imprimé tout ce qu'on a vu et pour valider tout ça, quoi. Voilà.
pour vérifier si j'ai bien travaillé. Allez, première question. Premier qui répond dans le chat, à tout mon respect. Non, il gagne une pizza. Préparée par Chucky. Alors, question-réponse sur la Rome antique, sur la République romaine. Alors, première question. D'après la légende racontée par Tite Live, ou plutôt Titus Livius, comme j'aime à le dire moi-même, qui a fondé Rome? Est-ce qu'il s'agit de Rémus, de Cortex Eminus, Romulus ou Coronavirus? Ouais, je pouvais pas m'empêcher de le faire, ça. Ouais, c'était obligé en même temps, c'était obligé, ouais. La Rome Anticus. Qui a fondé Rome? Est-ce qu'il s'agit de Rémus, Cortex Eminus, Romulus ou Coronavirus? Allez, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien, il s'agissait de Romulus. Et peut-être que c'est Coronavirus qui provoquera la chute de la Rome moderne. On ne sait pas, je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est bien Romulus qui a fondé Rome en moins 753 avant Jésus-Christ sur le mont Palatin. Et donc on peut voir sur cette illustration, cette représentation très romantique, très fantaisiste, qui a essayé de retranscrire la fameuse lutte entre les deux frères jumeaux, entre les deux frères ennemis, entre Rémus en rouge et Romulus en jaune. Voilà. Et à l'arrière-plan, derrière la murette, Obi-Wan Kenobi qui était là pour les conseiller. Qui disait à Rémus, Rémus, écoute la force peut t'aider à arrêter comment on disait comment on appelait la lance romaine? C'était un... Attendez, je vais le retrouver. Un pilum. C'était un javelot, le javelot romain, voilà. Ok, le pilum. Allez, question suivante. Comment s'appelle le peuple qui a réellement fondé Rome en dehors des mythes et des légendes de la naissance de la création de Rome? Est-ce qu'il s'agit des Étrusques, des Frusques, des Afrusques ou des Carnusques? En plus, on voit une statue qui les représente juste au-dessus de moi. Quel est le peuple qui a réellement fondé Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ? Allez, 3 secondes. 3, 2, 1. Il s'agit des Étrusques. Ce sont les Étrusques qui ont fondé Rome. À la fin du 7e siècle, avant Jésus-Christ, au cours de leur expansion vers le sud de l'Italie, ce peuple s'est emparé des villages installés sur les collines de Rome. Question suivante. Nommez les 7 collines de Rome. Hé hé. Alors ça, c'est une question assez chaud. Alors c'est bien, alors cette photo-là, c'est une maquette réalisée par un passionné de Rome. Et on peut voir sur cette maquette les différents sites, dont notamment le grand stade qui permettait de faire les courses de chars, tout en longueur. Ensuite, on peut voir la construction de l'aqueduc, qui passe au-dessus de la ville, qui traverse la ville et qui va plus loin.
Et je pense qu'au milieu, c'est le Colisée qui accueillait les Jeux du cirque. C'est bien ça? Je vérifie, hein, je voudrais pas dire de bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça. C'était bien ça, le Colisée. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la réponse? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont les 7 collines de Rome? Je vous donne encore 3 secondes et je vous donne la réponse. 3, 2, 1. Et donc, les 7 collines de Rome sont, dans l'ordre alphabétique, le mont Aventin, ensuite le mont Caelius, comme vous pouvez voir sur la carte. Ensuite, on a le mont Capitole. Ensuite, on a le mont Esquilin. Ensuite, on a le mont Palatin. Ensuite, le mont Quirinal. Puis le mont Viminal. Ça fait beaucoup de collines hein, pour une cité, pour une ville. Question suivante. Quel événement permet la naissance de la République romaine? Est-ce qu'il s'agit des Jeux Olympiques? Est-ce qu'il s'agit de la construction d'un cirque? De l'élection d'un président? Ou de la chute du tyran étrusque? Allez, 3, 2, 1. La réponse est la chute du tyran étrusque qui s'appelait, je vous laisse deviner, c'était qui? C'était Tarquin le Superbe. Comme il était aussi superbe qu'il était sur cette magnifique pièce. La chute du tyran étrusque Tarquin le Superbe, ou Tarquinius Superbus, provoquée par les Romains, permet la naissance de la République romaine en moins 509 avant Jésus-Christ. Ok? Et bienvenue Eilema aux portes de l'abri 42, bienvenue sur ce live. Allez, on continue. Question suivante. Quel nom porte l'Assemblée des citoyens à Rome? Donc on peut les voir sur cette pièce frappée, cette pièce romaine. On aimait bien, comme encore aujourd'hui, on aimait bien montrer des scènes de la vie quotidienne. Et notamment, ben voilà, une scène marquante de la vie romaine, c'était la séquence de vote des citoyens. Donc, cette assemblée de citoyens à Rome, comment elle s'appelait? C'était le Colisée, c'était le Comice, c'était le Festival, ou c'était le Souk? Allez, 3, 2, 1. La réponse était le Comice. Et oui, cette assemblée, elle porte le nom de Comice. Elle est en charge de voter les lois, de nommer les magistrats, enfin d'élire les magistrats. Et donc, ce sont les citoyens, sur l'image au-dessus de moi, qui y participent, à la fois les patriciens, puis ensuite les plébéiens. Et donc, sur la photo, ici, là, juste à côté, enfin l'illustration à côté, bah, ça représente le Sénat, avec les 300 sénateurs qui font les kékés, là, dans cette grande salle majestueuse, très imposante, où ils font, j'allais dire entre guillemets, ils font semblant de travailler, non. Ça, c'est la mauvaise habitude de regarder le Parlement, les séances à l'Assemblée nationale sur la chaîne française, sur la chaîne parlementaire.
Voilà, les sénateurs, les 300 sénateurs romains. Allez, question suivante. Dans la République romaine, qui prend part au vote? Ah, je viens de le dire juste avant. Alors là, si vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que ce sont les femmes, les hommes libres, les artisans, les étrangers? Allez, encore 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien, ce sont les hommes libres. Et je dirais même qu'il y a 2 bonnes réponses. Je dirais qu'il y a les hommes libres et les artisans, c'est-à-dire les plébéiens, qui ont rejoint, à force de révolte, les hommes libres pour pouvoir voter. Seuls les citoyens romains, hommes libres, peuvent voter. Ils sont composés des patriciens et des plébéiens. Et on a vu que les plébéiens, c'était souvent des paysans ou des artisans. Donc, dans les bonnes réponses, il y avait les hommes libres, mais il y avait aussi les artisans, n'est-ce pas? Voilà. Les femmes et les étrangers, comme vous pouvez voir sur l'illustration, ne pouvaient pas prétendre au statut de citoyen et donc ne pouvaient pas voter. Et les esclaves également ne pouvaient pas voter. Et voilà, ainsi prend fin cette session, cette nouvelle session éducative sur la Rome antique et notamment sur la naissance de la République romaine. Bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va repasser en full caméra. Voilà. Et j'ai plus de fond. Où est mon studio? Où est passé mon studio, Jean-Christian? Alors? Voilà. Ah, c'est bon, je suis rassuré. Ça va mieux. Bien. Alors, écoutez les amis. Comment c'était cette première vidéo du cycle de Rome? Est-ce que ça vous a intéressé? Vous avez vu, il y a plein de similitudes, il y a plein de connexions avec la civilisation grecque. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça aborde encore une fois les notions de république, de démocratie, de participation du peuple aux règles, à l'établissement des règles, au fonctionnement, à l'organisation de la société dans laquelle ils vivent. Et on peut voir que dans ces différentes sociétés, à la fois dans la civilisation grecque, les cités grecques, dont on a déjà étudié le processus dans les vidéos précédentes, et maintenant aujourd'hui dans les processus parlementaires de la République romaine, on peut voir que ces systèmes-là, même s'ils étaient innovants dans leur système de fonctionnement, dans leur processus, ils n'en étaient pas moins inégalitaires. Et ils étaient quand même perfectibles. Il y avait quand même pas mal d'imperfections qui faisaient que il y avait certaines classes sociales qui arrivaient, qui avaient la priorité sur le moyen d'expression par rapport à d'autres classes sociales moins aisées qui étaient obligées de subir. C'est le système oligarchique. Donc on va le répéter, ça va être un moyen. Merci pour le follow de D3 Security. Merci et bienvenue à toi sur la TV42. Je voudrais que vous gardiez bien ça en tête au niveau de la République romaine, même si c'était dans l'idée, dans l'esprit, si c'était un concept de liberté, d'homme libre, de citoyenneté et d'essayer de faire participer la population à l'organisation de sa cité et de sa république, on voit bien que ce système était une république quand même oligarchique, c'est-à-dire qui était dirigée par toujours un petit groupe de dirigeants, de personnes, et en l'occurrence, dans la Rome antique, c'était des personnes issues des familles les plus riches, donc c'était souvent des personnes notables.
Donc, c'est souvent le cas, hein, on retrouve souvent ce cas-là dans les différents pays, les différentes démocraties, différentes républiques à travers l'histoire. On a un gouvernement d'un pays, d'une nation, par des élites, par des classes sociales, des groupes sociaux qui sont plus aisés parce qu'ils ont plus facilement accès, grâce à leur fortune, grâce à leurs moyens financiers, ils ont plus facilement accès à des sphères de pouvoir par rapport à des gens, des classes sociales qui sont beaucoup moins aisées et du coup qui partent de beaucoup plus loin. Donc, j'ai envie de dire, dans notre société moderne, le défi principal va être d'arriver à s'inspirer des bienfaits, des innovations et aussi des erreurs de toutes ces civilisations anciennes pour arriver à compenser ces erreurs, à apprendre de ces erreurs et à essayer d'inventer de nouvelles formes de démocratie, et de participative, de nouveaux moyens de faire participer au maximum les citoyens et la population d'une nation, et de manière égalitaire, pour essayer de limiter de plus en plus à l'avenir la mise en place de ce système oligarchique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, hein. Je veux dire, le système électoral français aujourd'hui, quand vous voyez des élections présidentielles, ce ne sont pas les candidats que vous voyez, les candidats à la présidentielle qui sont présents dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire que quand les gens doivent voter pour noir ou blanc, les derniers candidats qui sont en lice, après l'écrémage de tous les candidats, au début on en a toujours une vingtaine ou une trentaine, et à la fin, la dernière ligne droite, le deuxième tour, on doit voter pour 2 candidats, voire 3, eh bien on peut se rendre compte que ce sont toujours des candidats qui sont soutenus par des grands groupes financiers ou des grandes puissances industrielles, donc toujours ce pouvoir de l'argent qui est là pour faire en quelque sorte élire son candidat. Donc on voit bien que même dans nos démocraties modernes, on est toujours prisonnier en quelque sorte, on est toujours un peu esclave de ces anciens systèmes qui sont basés sur le pouvoir de l'argent et des fortunes qui ont mis en place, qui ont créé une sorte de hiérarchie et qui font que le pouvoir revient toujours aux mêmes personnes, aux mêmes groupes, aux mêmes familles. Et je suis assez frappé de voir qu'à travers les siècles d'évolution de l'humanité, on a finalement réussi très mal à évoluer dans le sens de la liberté de choix de nos élites. On se retrouve un peu dans le même schéma que les civilisations romaines ou civilisations grecques de l'Antiquité, où c'était souvent les plus aisés qui avaient le plus de chances d'être élus, ou d'avoir le pouvoir. Donc j'espère qu'à l'avenir, et peut-être qu'avec la crise du coronavirus et du confinement, peut-être que ces nouvelles contraintes vont nous amener à réfléchir nos systèmes démocratiques, nos moyens, nos organisations dans nos différents pays, nos différentes nations, pour essayer d'arriver vers quelque chose de plus égalitaire et faire en sorte que les classes sociales les moins aisées ne soient pas toujours les éternels perdants dans ce système électoral et dans ce système d'administration. Voilà, c'était le mot du professeur Dosgy, c'était la pensée de la semaine. J'espère ne pas avoir été trop négatif. Non, mais c'est important d'avoir ce regard historique, d'avoir ce recul pour avoir une vision un peu plus éclairée de ce qui se passe encore aujourd'hui, de ce qu'on traverse, des contraintes qu'on a, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et essayer de comprendre comment tout ça, toute cette complexité, tout ça, ça s'est mis en place, comment ça s'est perpétué, et pour essayer de trouver des solutions pour
contourner tout ça et trouver, innover vers quelque chose de différent, qui marche mieux. Voilà. Et pourquoi pour changer, on n'écouterait pas, on ne donnerait pas la parole, on ne donnerait pas le pouvoir aux classes sociales les moins aisées. Peut-être que ça marcherait un peu mieux qu'aujourd'hui. Je pose la question. Et pourquoi ne pas faire appel aussi au tirage au sort pour élire un président ou des ministres? Je ne sais pas, hein. Quand on voit le niveau de compétences requis pour des postes de dirigeants, de ministres ou d'autres ou autres, et les profils qui sont nommés à ces postes-là, le travail qui est effectué et les résultats, on peut se poser la question, peut-être, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux des fois mettre quelqu'un à cette place par tirage au sort, quelqu'un qui n'a qui n'est soumis à aucune influence, aucun groupe de pression, qui a une expérience, sa propre expérience, qui vient là et qui tente de faire son mieux avec les outils qui sont mis à sa disposition et les responsabilités qu'on lui donne. C'est très intéressant tout ça, réfléchir. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Réfléchissez-y la prochaine fois qu'il faudra voter. Bien. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté de nouvelles choses, que ça vous a appris de nouvelles choses, voilà, que ça vous a permis de réviser certaines notions, de redécouvrir les origines de ce beau pays qu'est l'Italie, de ce magnifique peuple d'Italiens, qui fait partie de l'Union européenne, hein, il faut l'avoir à l'esprit, hein, il faut le savoir. Et un peuple très, très riche, très fier, et qui a, avec un pays avec beaucoup de richesses, une très grande histoire, comme la Grèce. Ce sont des pays et des peuples qui méritent tout notre respect, parce qu'ils ont accompli beaucoup de choses. Moi-même, je suis marié à une femme d'origine italienne, donc je peux vous confirmer que ce sont des femmes qui ont du caractère. Et sur ces mots, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine, et puis vous pourrez toujours reconsulter cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube The Vol 42, de la TV 42. Voilà. Le prochain live éducatif, ce sera mercredi prochain, toujours à 14h, 14h15, voilà. On démarre tranquillement. Toujours sur la Rome antique, hein. Il y a plein de choses à voir encore, c'est très riche. Voilà, c'était Dose Geek. Normalement, vous pouvez me retrouver aussi demain après-midi de 15h à 19h pour le live dessiné sur la TV 42. On va essayer de terminer des planches de BD. Et puis surtout, vendredi, il y a la grosse émission Prime de la TV 42. Vendredi soir à 20h, vous pourrez retrouver toute la team de la TV 42 pour passer un moment unique avec des jeux, des questions, des quiz, tout ça. Peut-être des lots à gagner aussi, tout ça. Enfin, on va essayer de vous divertir un maximum. Il y a toujours pas mal de viewers pendant ces émissions Prime, donc c'est cool. On va essayer de continuer à s'amuser sur la chaîne. Et puis vous aider, vous encourager à passer un bon moment en notre compagnie, et puis continuer à faire grandir la chaîne, voilà, avec votre aide, parce que c'est vous qui nous aidez à faire grandir la chaîne petit à petit, pour pouvoir vous proposer toujours plus de vidéos intéressantes, divertissantes, voilà, passer de bons moments ensemble, s'amuser quoi, voilà, ouais. Pas se prendre la tête, ouais. Passer de bons moments, profiter de la vie quoi. Eh ouais. Bien. Alors, donc restez connectés sur la TV 42. Il y a des lives tous les jours quasiment. On a des nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. Enfin, en tout cas, des nouvelles collaboratrices. Donc, je vous invite à consulter le planning de la semaine. Toutes les semaines, c'est mis à jour tous les lundis ou mardis. Et puis, quoi d'autre? Ce soir... Normalement à 20h vous retrouvez Chucky sur la TV 42 pour du gaming normalement, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Peut-être qu'il va nous surprendre. et puis voilà, tous les jours de nouvelles choses sur la TV 42. Allez,
En attendant, restez confinés. En attendant, j'allais dire en attendant la déconfiture. Mais non, en attendant le déconfinement. Continuez à laisser parler le geek qui est en vous. Continuez à vous cultiver. Profitez du confinement pour faire du sport, pour vous enrichir, pour faire grandir votre culture générale. Et puis pour ceux qui sont à l'école, pour réviser, pour profiter de ce temps libre, pour travailler, pour combler des petites lacunes. Voilà, vous avez le temps. On se prend pas la tête, on avance, petit à petit, chacun à son rythme. On n'a pas la pression, on essaye de pas avoir la pression, même si des fois on est un petit peu inquiet par rapport aux grandes zones de flou qu'on a sur l'évolution dans les prochains mois, mais c'est pas grave. Sachez qu'on est là pour vous accompagner et pour vous aider à traverser cette période un peu critique. Allez, on va y arriver, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème, la vie continue, et les jeux vidéo ça continue, et l'école ça va continuer, et puis voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est comme la TV42. La TV42 ne se fera pas en un jour. C'est une aventure qui ne fait que commencer et qui va s'écrire avec vous pendant encore de longues journées, de longues semaines, de longues années, j'espère. Voilà. C'était Dose Geek sur la TV42 avec toujours mon collègue Jean-Christian à la régie qui est là, voilà, toujours en vie. Celui-là, je sais pas, le coronavirus n'arrive pas à l'atteindre, celui-là. Voilà. Et puis je vous souhaite de passer un bon après-midi, une bonne soirée, et puis restez sur la TV42, il se passe toujours quelque chose sur la TV42. Et puis gardez le sourire, c'est très important. Allez, bye bye.